Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité au programme de BF1. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre émission Vivre ensemble. Vivre ensemble qui est un instant d'échange, de partage, de conseils pour un vivre ensemble meilleur. Comme chaque mardi, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec un invité. L'invité de ce soir, c'est Monsieur Sidi Guigma Mohamed. Il est enseignant en éthique managériale, également conseiller familial. Monsieur Guigma, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci. Chers téléspectateurs, le thème de ce soir pour vivre ensemble, c'est la collaboration entre mari et femme en période de Covid-19. Comme vous le savez bien, chers téléspectateurs, le monde entier souffre du coronavirus. Beaucoup de malades, des morts, l'économie est touchée. Il y a également la psychose, le confinement, la quarantaine et tout. Alors, ce n'est pas facile de vivre ensemble. Ce soir, notre regard se tourne vers les couples. Comment vivre ensemble? Comment collaborer en cette période de Covid-19? Eh bien, Monsieur Guigma nous donnera des solutions ce soir. Installez-vous confortablement et moi je me tourne vers notre invité. Monsieur Guigma, Oui. la collaboration entre mari et femme en période de Covid-19, ma première question, quel est l'idéal de la collaboration entre mari et femme? Merci beaucoup. Je voudrais dire bonsoir aux téléspectateurs. C'est effectivement un thème évocateur, dans la mesure où, quand on parle de l'idéal de la collaboration entre mari et femme, il faut d'abord placer cet idéal dans un contexte. Et le contexte, c'est la famille. La collaboration se passe en famille. Alors, il va falloir que nous puissions définir un certain idéal que nous sommes en train de poursuivre en tant que mari et en tant que femme. Qu'est-ce qui nous a amené à nous marier? Qu'est-ce qui nous a amené à nous considérer en tant que mari ou en tant que femme dans une relation conjugale? Donc, un ensemble de questions nous amène à comprendre jusqu'à quel point la relation que nous avons avec notre mari ou avec notre épouse est importante. Alors, l'idéal de la collaboration entre mari et femme va naturellement être apparenté à l'idéal de la famille. Et dans l'idéal de la famille, alors, on poursuit la réalisation du bonheur familial. Cela signifie quoi? Que toutes les relations, en fait, qui sont tissées au sein de la famille ont pour seul but de pouvoir permettre aux différents membres de la famille de connaître le bonheur familial. Donc, il n'y a pas d'exception quant à la relation entre mari et femme et qui doivent travailler chaque jour à harmoniser les relations afin de pouvoir aboutir à cela. Alors, mais naturellement, l'idéal va pouvoir effectivement s'appuyer sur un certain nombre de valeurs qui sont développées, qui sont partagées par les différents membres en tant que couple. Il y a par exemple la fidélité entre mari et femme. Il y a par exemple le fait que la relation mutuelle est une relation harmonieuse, c'est une relation d'amour vrai, c'est une relation où effectivement l'homme aime son épouse, la femme aime son mari et ils vivent dans une forme de totale unité au sein de la famille, ce qui naturellement va avoir pour conséquence l'unité au sein de la famille. Et ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Bien entendu, cette unité ne se fait pas uniquement sur la base de cette relation, car comme je l'avais toujours rappelé, au sein de la famille, il y a essentiellement 4 relations fondamentales. Il y a la relation entre mari et femme, il y a la relation entre parents et enfants, il y a la relation entre frères et sœurs, et il y a la relation entre enfants et parents. Donc naturellement, ces 4 relations sont comme un peu le ballon que vous avez. Dès que quelque chose ne va pas au niveau d'une des relations, naturellement la famille va connaître des difficultés et ces difficultés naturellement vont impacter la société. D'accord. Donc on a bien noté, l'idéal c'est la fidélité, l'unité, l'amour, l'harmonie, l'entente. Oui.
D'accord. Alors, M. Guigma, quelles sont les différentes situations difficiles qui sont vécues entre mari et femme en cette période de Covid et aussi les conséquences? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons parlé d'un idéal qui est certainement donc, différent des réalités donc, qui sont vécues dans nos différentes familles. Voilà. Donc quand on parle de l'idéal, c'est vraiment ce à quoi nous aspirons tous, parce que tous nous aspirons au bonheur. Et malheureusement, à cause de beaucoup de situations donc, que vivent les familles, qui sont des familles différentes, et les situations également sont différentes, alors nous avons aussi besoin de nous poser les questions de savoir quels sont les différents types de difficultés que peuvent vivre effectivement ces familles-là en période de Covid. Alors, l'une des premières situations que peuvent vivre effectivement les familles, c'est lorsque nous avons affaire à une famille déjà où à l'intérieur, mari et femme ont du mal à collaborer. Et ensuite, lorsque la maladie en période de Covid par exemple, donc on constate que la situation s'est dégradée davantage. À cause de la maladie ou à cause du confinement, de la quarantaine? À cause du confinement et en plus de cela, à cause du fait que effectivement, les maris et femmes n'ont pas eu la possibilité effectivement de se mettre ensemble en unité pour pouvoir faire face effectivement à la situation. Et ils sont déjà dans une situation de conflit. Ils ne communiquent pas par exemple, ils n'arrivent pas à communiquer avec les enfants, ils n'arrivent pas effectivement à s'entraider, il n'y a pas l'entraide mutuelle par exemple, il n'y a pas l'amour mutuel, il n'y a pas l'harmonie du tout. Donc du coup, alors ces familles sont beaucoup plus exposées parce qu'elles n'ont pas effectivement mesuré jusqu'à quel point elles doivent effectivement se mettre ensemble pour combattre en fait le mal commun qui est le Covid-19. Ça veut dire que ce couple qui était déjà en difficulté naturellement, sans cette période de Covid-là, maintenant avec le coronavirus, comme il y a confinement et quarantaine, ça sera encore plus difficile. Ce serait encore un peu plus difficile. Et ce qui est à regretter, c'est que lorsque une situation mauvaise donc, arrive au niveau d'une famille, cela doit normalement interpeller notre conscience pour que nous puissions prendre conscience de la situation et peut-être trouver que c'est peut-être l'occasion qui est donnée pour que nous puissions effectivement solutionner même les problèmes que nous avons au niveau donc de notre couple. Malheureusement, donc c'est une maladie qui n'a pas donné de leçons à certains couples. D'accord. Donc là, c'était la première situation. Là, c'était la première situation. D'accord. En seconde situation, nous avons ce qu'on appelle une famille qui est en conflit, mais qui tire des leçons par rapport justement à cette période très difficile. Et là où effectivement les couples développent justement ce qu'on appelle une complicité qui n'était pas connue dans les relations, ils passent naturellement donc d'une situation conflictuelle à une situation d'harmonie. C'est un exemple assez intéressant où plutôt le mal a peut-être servi à quelque chose. Où malgré le fait que nous vivons donc une maladie qui fait des morts, alors voilà une famille, voilà un couple qui a décidé également effectivement de se mettre ensemble en unité et de travailler à pouvoir effectivement mettre en place des dispositifs en termes d'unité pour pouvoir effectivement faire face à la pandémie. Et ce qui est véritablement un exemple assez édifiant. Édifiant dans la mesure où justement, alors on va assister à un pouvoir transformationnel donc sur le fait des circonstances, sur le fait des événements. D'accord. Alors la troisième situation est celle qui se réfère à une famille qui est en harmonie et une famille qui demeure en harmonie. C'est une situation intéressante où déjà les familles vivent déjà dans une certaine harmonie. Avant le Covid, ces familles ont déjà été préparées à faire face à plusieurs difficultés ensemble. Dans les difficultés, dans la souffrance et dans toutes les situations, ces familles travaillent en leur sein, à travers bien sûr les membres qui les composent, à vivre une vie de fidélité par exemple,
à vivre une vie d'unité par exemple, à vivre une vie de communication. Le mari communique avec la femme communique avec le mari. Les enfants communiquent avec les parents communiquent avec les enfants. Les frères communiquent avec les sœurs communiquent avec les frères. Donc du coup, on a une relation qui plus ou moins va s'améliorer parce que ces familles-là ont pris conscience que plus nous sommes forts et aucune autre force ne peut nous briser. Ça, c'est une belle famille, une famille idéale. C'est une famille idéale. D'accord. C'est d'ailleurs ce qui est souhaité. Je sais que même au Burkina, de telles familles existent. OK? Même si c'est rare. Même si c'est rare. D'accord. Mais ce sont des types de familles que nous désirons pleinement obtenir pour édifier notre société. Alors, le quatrième type ou la quatrième catégorie donc des situations que peuvent vivre aussi les familles, c'est une famille qui était en harmonie avant le Covid, mais qui, compte tenu donc des circonstances, cette famille n'arrive pas à se retrouver. Et elle décide effectivement de passer d'une situation d'harmonie à une situation de conflit. Mais cette situation m'intéresse quand même, hein, parce que une famille qui était en harmonie, et suite à cette période de Covid-là, quarantaine, confinement, il y a des difficultés, des malentendus. Est-ce à dire que ce couple vivait dans un certain mirage? C'est-à-dire que c'était un semblant ou... Non, c'est parfaitement une harmonie. Mais vous savez que l'harmonie, il y a des degrés. Quand on parle d'harmonie, il y a des degrés. C'est comme quand on parle de perfection. Il y a des degrés de perfection. Voilà, donc du coup, l'harmonie, c'est une richesse qu'il faut maintenir au sein de la famille. C'est une richesse qu'il faut sauvegarder. C'est une richesse qu'il faut tout faire. Il faut se battre des pieds et des mains pour maintenir justement cette richesse-là. Et si on n'en a pas pris conscience, et on pense que c'est un acquis et que l'harmonie est un acquis, naturellement, on se laisse exposer, on s'expose à la situation, et si on n'est pas bien préparé, naturellement, on se retrouve donc dans une situation peut-être même plus périlleuse que des familles qui étaient même en conflit. Voilà, donc la leçon ici à tirer, c'est de tout faire pour maintenir l'harmonie si elle existe déjà. D'accord, donc M. Guigman, nous avons les 4 situations. Alors, est-ce qu'on peut venir maintenant aux conséquences? Les difficultés qui peuvent naître, par exemple, de la dernière situation. Toujours face à la réalité, effectivement, par rapport à la première situation, où des familles qui sont en conflit passent toujours à devenir des familles qui sont en conflit en période de Covid-19, cela signifie tout simplement que, alors moi je voudrais voir un peu que la conséquence elle est négative, parce qu'au bout du compte, alors on va avoir une famille qui va se dégrader de plus en plus. Nous allons avoir des relations entre mari et femme qui vont se dégrader de plus en plus. Nous allons avoir une communication qui ne va plus exister du tout parce que la communication avait déjà fait défaut au sein donc de cette famille. Et les couples étant plus ou moins responsables de la stabilité de cette famille-là, ces couples seront beaucoup plus dans une situation d'éloignement. Ils seront beaucoup plus dans une situation d'égarement. Ils seront beaucoup plus dans une situation de crise. Et cela peut amener encore plus de problèmes que le Covid-19. D'accord. Donc maintenant, nous allons passer aux solutions, les solutions préconisées pour venir à bout de toutes ces difficultés-là. Ok, avant de venir aux solutions, j'aimerais aussi continuer toujours à sortir un peu les conséquences. D'accord. Lorsque, par exemple, on parle de familles qui sont en conflit et des familles qui profitent de la situation pour revenir donc à un état d'harmonie, alors la conséquence est naturellement positive. Donc, du coup, on dira que dans l'histoire, on dira que grâce au Covid, j'ai pu me réconcilier avec mon épouse. Grâce au Covid, je peux communiquer davantage maintenant avec mes enfants. Grâce au Covid, maintenant j'ai pu apprendre les leçons ou bien j'ai pu enseigner, par exemple, la mathématique à mon fils. Grâce au Covid, j'ai pu réaliser des grandes choses. Et le plus grand rêve d'un homme, c'est réellement de réaliser une relation d'unité avec son épouse. Et le plus grand rêve d'une femme également, c'est d'avoir cette relation d'unité avec son mari. Et si cette période, quand bien même elle est difficile, nous a permis de pouvoir nous rendre compte de la situation et de corriger, c'est la meilleure chose. D'accord.
Et en troisième élément de conséquence, vous avez des familles qui sont en harmonie et qui demeurent des familles en harmonie. Alors, c'est une conséquence assez positive, dans la mesure où, effectivement, alors, ces familles-là ont pu développer une certaine stabilité, une certaine force de l'esprit, qui leur a permis, effectivement, de poursuivre, de maintenir, effectivement, cette stratégie de la stabilité à travers, bien sûr, la relation harmonieuse qu'ils ont entretenue, alors sans pouvoir, justement, quitter cette sphère-là. Et cela est bénéfique pour les enfants, cela est bénéfique pour l'entourage, cela est bénéfique pour tout le reste des membres, tous les autres membres de la famille vont bien sûr en bénéficier parce que tout simplement, les maris et la femme ont décidé autrement que le Covid, ce n'est pas la fin du monde, c'est plutôt une situation qui va leur permettre d'améliorer leur propre situation. Alors, et un quatrième élément, des familles où effectivement, des familles qui sont en harmonie, qui tombent donc dans la discorde, face justement à la situation. Donc la conséquence est naturellement négative, dans la mesure où effectivement, ce sont des familles qui vont poursuivre justement le chemin de la discorde et les enfants vont en pâtir. Et au niveau de la famille tout entière, personne ne pourra prendre soin de l'autre, même si une personne est malade. Alors ce qui se faisait avant ne va plus se faire parce que on ne va pas se rappeler qu'on a vécu des moments ensemble et qu'on doit effectivement se souvenir de tout cela, donc pour revenir à la bonne marche conjugale. Au lieu de cela, on va justement poursuivre donc sa route vers naturellement un péril au niveau de la famille. Ce n'est pas désirable. D'accord. On a bien noté toutes ces conséquences-là. Maintenant, nous allons passer aux solutions. Alors, les solutions sont naturellement aussi tirées de cette réalité-là. Donc, des familles qui sont en conflit, alors qui sont demeurées en conflit donc, au moment où je suis en train de vous parler. Alors, moi, l'adresse ou le message que j'ai plutôt à donner, ou le petit conseil, c'est de travailler à prendre conscience que vous devez profiter de la situation pour résoudre vos différentes difficultés et revenir donc à une situation harmonieuse. Car cela est possible. Je le dis, c'est possible parce que nous pensons souvent que lorsque nous vivons certaines situations, et quand d'autres situations viennent s'ajouter aux situations premières, nous pensons que c'est perdu d'avance. Mais il y a de l'espoir. Et là où il y a de l'espoir, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Et je répète que ces familles, quand bien même elles sont en conflit, ces couples, quand bien même n'arrivent pas du tout à vivre ensemble, donc au cours de cette période, c'est une période où des changements sont intervenus, souvent peut-être parce que le mari sort pour revenir à 2h, 3h du matin, et que le conflit est peut-être vite arrivé dans la famille. Alors cela va se stopper aujourd'hui parce que nous avons des couvre-feux qui nous obligent naturellement à rester à la maison, quand bien nous n'en avons pas besoin. Et cela peut effectivement amener le couple effectivement à changer de physionomie en termes relationnels et à aborder un nouveau virage donc, qui va les amener effectivement à une certaine harmonie. Alors, donc j'encourage vivement les couples en difficulté. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des couples qui ne se parlent pas, qui peuvent faire une semaine, un mois, sans s'adresser la parole. Et vivre dans la même maison. Et vivre dans la même maison. La même chambre conjugale. Ils ne mangent pratiquement pas ensemble. Ils ne se parlent pas. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. La femme vit l'enfer. L'homme vit l'enfer. Mais ils décident donc, compte tenu bien sûr de l'orgueil que chacun a dû développer justement dans son cœur, ils décident donc de se maintenir dans cette position alors jusqu'à l'infini. Personne ne veut faire le premier pas pour demander Personne pardon. ne fera le premier pas pour apporter le changement. D'accord. Alors pourtant, quand on parle du changement, le changement, ça commence à partir de moi. C'est moi qui apporte le changement. N'attends pas que l'autre apporte le changement parce qu'il ne viendra jamais. Si vous attendez que l'autre va apporter le changement, il ne va pas apporter le changement. Toi, tu dois commencer à apporter le changement dans la vie de cette famille. Tu dois commencer à te sacrifier pour que cette famille-là puisse renaître à nouveau, que de nouvelles bougies puissent s'allumer au sein de cette famille. C'est ce conseil que je donne dans la première hypothèse effectivement des familles qui vivent en conflit et qui sont toujours en conflit. Alors, dans la deuxième hypothèse, où effectivement des familles qui sont en conflit vont naturellement donc passer à un stade d'harmonie, je les encourage plutôt parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc naturellement,
ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il faut travailler effectivement à maintenir justement ces standards. Si vous êtes à cette situation, ne repartez pas au point de départ parce que à tout moment vous pouvez revenir justement à la situation initiale, ce qui serait dommage pour vous parce que vous aurez parcouru un trajet, vous aurez déployé tellement d'efforts, vous aurez apporté tellement de sacrifices pour que cette relation renaisse à nouveau. Alors faites en sorte de pouvoir maintenir cette relation et de faire en sorte que la flamme de la vie donc, qui vous anime à l'heure actuelle là, puisse justement être toujours allumée dans votre famille, au sein de votre maison, dans votre relation. D'accord. Et les solutions pour la troisième situation? Troisième situation, alors une famille qui est en harmonie, une famille qui reste toujours en harmonie. Alors c'est aussi un appel que je lance à ces familles-là, de tout faire pour maintenir justement cet état d'harmonie. Je l'ai déjà dit, il faut la maintenir. Il faut maintenir cette situation. C'est une situation favorable, mais on peut facilement passer d'une situation harmonieuse à une situation de conflit. Ce n'est pas du tout un acquis. Chaque jour, il faut accomplir sa responsabilité vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme, etc., etc. Donc nous avons une responsabilité et cette responsabilité nous appelle à chaque fois à faire appel à nos plus grands talents pour apporter l'unité au sein de la famille. D'accord. Et la quatrième situation où effectivement une famille qui est en harmonie et qui passe donc à une situation conflictuelle, alors que cette famille se souvienne, qu'elle se souvienne qu'elle a vécu déjà des situations heureuses. Qu'elle fasse sortir même souvent ses albums de photos, si cela est possible. Et qu'elle essaie de regarder ces souvenirs si beaux avec tous les membres de sa famille. Qu'elle se rappelle que souvent, elle fait les plus beaux cadeaux à son épouse, par exemple. Que le mari se rappelle de cela, que la femme se rappelle, qu'elle fait les cuisines en tant qu'un cordon bleu pour son mari. Ces souvenirs sont vraiment formidables. C'est une invite aussi pour les familles. Lorsque souvent nous avons des difficultés, repartez dans vos plus beaux souvenirs. C'est une très bonne thérapie pour soigner en fait les problèmes qui sont en train effectivement de joincer dans votre famille. Genre se remémorer les vœux prononcés devant le maire, les vœux prononcés à par le l'église, maire, à la mosquée. Voilà, on a prêté serment, on a juré devant le maire, on a juré devant le prêtre ou bien l'imam, qu'on va aimer son épouse tout au long de sa vie, qu'on va prendre soin de son épouse, qu'on va tout faire pour se sacrifier pour son épouse et pour ses enfants. Donc voilà un ensemble de promesses qui sont véritablement à sacraliser dans la relation mari et femme. Et je conseillerais aussi d'avoir un journal qui ne se limite pas tout simplement à écrire les beaux souvenirs, les mauvais souvenirs. Non. Moi, je conseillerais plutôt un journal qui ne parle que de ce qui vous est bien arrivé, ce qui vous est arrivé dans votre famille, qui sont des bons souvenirs. Et à chaque fois que vous avez souvent des difficultés, prenez ce journal et lisez. Vous allez vous souvenir que vous n'êtes pas aussi souffrant que cela. Vous allez vous souvenir qu'il y a toujours de l'espoir dans votre famille, dans votre relation, dans la relation qui vous lie à vos enfants. Il y a de l'espoir pour votre famille parce que vous avez besoin toujours de vous constituer en tant qu'une force, donc pour relever les plus grands défis dans votre vie. D'accord, je pense qu'on a reçu toutes les solutions et puis les conseils. Merci M. Guidma. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les activités qu'on peut mener ensemble en famille en cette période de quarantaine. Pour ne pas sombrer voilà, dans la routine. C'est une période opportune où effectivement, alors il faut développer ce qu'on appelle, il faut dépasser le stade de la monotonie. Ou quand on vient à la maison, c'est pour manger, c'est pour regarder la télé, c'est pour manger, c'est pour regarder la télé, c'est pour dormir. Il faut être créatif. Les maris doivent être créatifs. En quoi faisant? Les femmes doivent être créatives. Pour les maris, pour être créatif, il peut par exemple décider de laver les habits de son épouse, par exemple. Ah d'accord, cela fera plaisir. Ou de travailler par exemple à faire une cuisine pour son épouse, ce qu'il n'a jamais par exemple eu l'occasion de faire. Ça c'est quand on est bon cuisinier. Ou à décider par exemple du fait que effectivement les cours sont
ne sont plus des cours qui se passent dans les écoles ou dans les lycées. Alors le mari, en tant que bon mathématicien de son époque, peut décider effectivement de montrer ses plus beaux talents à ses enfants, par exemple, en instaurant 1 heure pour l'éducation des enfants, 1 heure pour l'éducation morale aussi des enfants. Il y a un ensemble de choses qu'effectivement le mari peut être amené à faire. Il y a même, par exemple, certains hommes qui ont du talent en matière de coiffure, qui peuvent se permettre de donner une belle coiffure à leur épouse. Ça sera vraiment l'idéal, hein, mais dans l'accomplissement, je pense que c'est un peu difficile, hein, M. Guigma. Il n'y a rien d'impossible parce que l'impossible, en réalité, ne fait pas partie de la vie. C'est comme les hasards. On dit toujours les hasards, mais les hasards n'ont jamais fait partie de la vie. L'impossible n'existe pas. L'impossible se crée tout simplement parce que nous disons que cela est impossible. Donc, moi, j'invite plutôt les maris et les épouses à explorer toutes ces possibilités-là et à devenir de plus en plus créatifs. Parce qu'une famille, on l'a aujourd'hui, mais cette famille doit demeurer dans notre cœur tout au long de notre vie, jusqu'à l'au-delà. Donc, c'est une invite aux maris et aux épouses. Soyez créatifs. En termes d'amour, soyez plus romantiques, par exemple. Okay, même si on ne peut pas acheter des fleurs pour son épouse, on peut de temps en temps chanter pour son épouse, comme on peut chanter pour son mari. Donc, il faut se permettre toutes les folies, mais toujours est-il qu'en se permettant toutes les folies, on obtient les plus grands résultats. D'accord. Donc, courage au couple, effectivement, dans cette situation. D'accord. Alors, M. Guigma, certaines femmes vivent déjà des violences conjugales dans leur foyer. Ne pensez-vous pas que cette situation de quarantaine viendra empirer les choses? Je vais répondre par oui et par non. Effectivement, c'est une situation malheureuse, alors qui sévit dans les familles. Alors, depuis avant le Covid, une femme qui était tout le temps battue, même après maltraitée. Le COVID, les hommes continuent de battre leurs épouses. C'est vraiment dommage. C'est triste d'ailleurs. Parce que M. Guigma, avant, quand il n'y avait pas de situation de quarantaine et tout, lorsque monsieur était énervé comme ça avec madame, il peut juste tempêter et démarrer sa moto ou sa voiture, sortir, aller retrouver ses amis. Maintenant, tu es énervé, tu es obligé de rester parce que tu ne peux pas sortir. Et là, c'est un danger. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est pourquoi d'ailleurs j'étais en train d'en venir à la réponse. Dans une telle situation où effectivement les femmes sont battues, alors il faut travailler à corriger la situation. Car comme j'avais décrit dans la situation précédente, vous êtes dans une situation de conflit et vous voulez passer à une situation d'harmonie, il faut prendre conscience. Moi, j'invite les hommes qui battent leurs épouses, je leur demande pardon. On n'oublie pas aussi qu'il y a des hommes qui sont battus aussi. C'est le moment. En majorité, ce sont les femmes qui sont battues par les hommes. D'accord, la majorité. Grande majorité. D'accord. C'est-à-dire dans 100 femmes qui sont battues, il y a au moins 99 qui sont battues par des hommes. Ce sont des statistiques qui sont connues en matière de sociologie. C'est vraiment dommage. Mais tout cela est lié au fait de quoi? Au fait de mariages qui se sont scellés de la mauvaise façon. Des relations qui étaient brisées avant même de se réaliser. Des situations relationnelles qui sont vécues par des jeunes aujourd'hui, qui deviennent plus tard des couples, sans se rendre compte qu'ils sont devenus des couples, sans se rendre compte qu'ils sont devenus mari et femme. Des personnes qui n'ont pas été préparées suffisamment pour vivre en tant qu'effectivement des bons maris et de bonnes femmes. C'est là où je dis toujours que les hommes se comportent souvent comme des petits enfants. Il est grand, il est gaillard, il a les muscles, il a tout ce qu'il faut, mais il n'utilise que ce corps-là pour effectivement dominer une situation. Il faut aller au-delà de cela. Parce qu'il y a des valeurs morales qui ont besoin d'être cultivées au sein d'une famille. Et ces hommes ou ces épouses ont besoin effectivement de s'inspirer des valeurs familiales, des valeurs morales, des motivations profondes qui les ont amenés effectivement
à fonder une famille ensemble. Ils doivent se référer au but pour lequel ils se sont mariés. Se sont-ils mariés pour se violenter? Se sont-ils mariés pour se battre? Se sont-ils mariés pour s'égorger? Etc., etc. Il y a un ensemble d'éléments. Il y a aussi certains facteurs qui sont plus ou moins d'ordre spirituel, où effectivement, le mari et la femme vivent des situations très difficiles. Mais nous ne sommes pas en train de parler de cela aujourd'hui. Le conseil que j'aurais plutôt à lancer, c'est vraiment que pendant cette période de Covid-là, ceux qui avaient l'habitude de battre leurs épouses, c'est l'occasion de jeter les bâtons. C'est plutôt l'occasion d'embrasser leurs épouses avec toute la fougue qu'il faut pour les permettre donc de sentir qu'elles sont importantes, qu'elles sont à valoriser. Parce qu'en réalité, quand vous battez votre épouse, qu'est-ce que vous gagnez en fin de compte? C'est la joie ou quoi? Ou c'est la tristesse? Vous développez plus de tristesse au sein de votre famille. Et c'est les enfants qui en pâtissent. Et les enfants en pâtissent, tout le monde en pâtit. Et si un mari se met à battre son épouse, ce n'est pas quand elle se sentira malade, alors qu'il va se sentir effectivement préparé à prendre soin de cette personne-là. Parce qu'effectivement, il ne fera pas attention à cette épouse, il ne va pas prendre soin des enfants, il ne va pas pouvoir prendre ses responsabilités en tant que chef de famille. Et du coup, la famille va en prendre un coup. Et cette famille peut être effectivement exposée à plusieurs types de maladies. Aujourd'hui, on parle du Covid. Et une famille effectivement qui est contaminée, c'est une famille qui contamine la communauté. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, nous sommes dans une sorte de solidarité sociale où il ne faut pas seulement penser à sa petite personne, il faut plutôt aller au-delà pour dire que quand je fais du bien à mon enfant, je suis en train de faire du bien à la communauté. Quand je fais du bien à mon mari, je suis en train de faire du bien à ma communauté. Quand je fais du bien effectivement à mon épouse, je suis en train de faire du bien à la communauté. Mais quand je suis en train de développer une violence à l'endroit de ma femme, je suis aussi en train de développer une certaine violence à l'égard de la société tout entière. Et en réalité, c'est parce que peut-être je fais ça sans qu'on ne le voie, mais ensuite je peux être effectivement amené à commettre des actes violents, tout simplement parce que je n'avais que la seule chanson en famille, c'est de montrer combien je suis violent, combien je ne suis pas adorable, combien je n'ai pas effectivement de responsabilité vis-à-vis de ma famille. Et cela constitue naturellement une situation de danger pour la société tout entière. D'accord. Monsieur Guigman, vous savez, dès l'annonce de la mise en quarantaine, le couvre-feu et tout, il y a certaines femmes qui manifestaient leur joie sur les réseaux sociaux. On entendait des commentaires du genre, on lisait des commentaires du genre « Enfin, nous allons retrouver nos maris ». Enfin, nos maris seront en nous. Est-ce que ça veut dire que les maris n'ont toujours pas compris le sens du mariage ou bien ils n'arrivent pas à donner assez d'amour à leurs épouses? Merci beaucoup pour la question. Alors, c'est une question qui est apparentée à la précédente. C'est tout simplement pour dire que les relations donc, sur lesquelles nous sommes fondés pour effectivement créer des relations conjugales étaient des relations fausses. D'abord, j'ai rencontré une fille dans la circulation. J'ai trouvé qu'elle était belle. Je me suis marié à elle. Mais avant cela, j'avais peut-être connu tellement de relations d'ordre féminin. Et donc, naturellement, je n'ai pas appris en réalité à idéaliser ma relation avec mon épouse. Vous voyez. Donc, du coup, on se marie tout simplement pour répondre à une forme de formalité. Juste parce que les gens se marient. Mais dans au moins 100 mariages, il y a peut-être 80 à 90 mariages qui se retrouvent donc dans ces cas de figure-là. Où effectivement on s'est marié parce que c'est une norme sociale. On s'est marié parce que voilà, je vois que voilà, on doit se marier. Parce que ma copine s'est mariée. On s'est marié parce que. D'accord. Donc ce sont des raisons qui n'ont pas tenu sur des bases saines. Ce sont des raisons donc, qui ne se fondent pas sur des bases saines. Et donc du coup, lorsque une situation donc, justement doit survenir au sein de la famille, naturellement on ne doit pas être surpris parce que ces situations effectivement sont des situations conflictuelles. Et les femmes qui trouvent effectivement que certains moments opportuns pour retrouver leurs époux ont totalement raison. Parce que moi je pense que
Et les hommes passent beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Et à la fin, ils se sont même dit, mais ma famille, c'est plus le travail qu'à la maison. Et au fond, quand il va au travail, il revient tout fatigué. Et lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il arrive à la maison, il se repose. Et lorsqu'il se repose, il quitte le matin, c'est pour repartir au travail. Donc au bout du mois, il a peut-être eu l'occasion de parler à son épouse 0 fois. Il a peut-être eu l'occasion de parler à ses enfants 0 fois. Alors, il ne parle qu'à ses patrons, il ne parle qu'à ses employés, il ne parle qu'aux autres membres, effectivement, au niveau professionnel, mais il ne parle pas aux membres de sa famille. Quel est ce genre de mari? Quel est ce genre de famille que ce mari voudra fonder? Est-il en train de fonder une famille ou part-il tout simplement pour avoir de l'argent et pour nourrir uniquement la famille? A-t-il uniquement des considérations d'ordre matériel ou ne pense-t-il pas qu'il faut équilibrer effectivement la relation mari et femme et la relation famille et travail? Dans la mesure où cette relation n'est pas équilibrée, alors le travail, les effets négatifs du travail vont empiéter sur la famille. Alors si au niveau de la famille aussi, alors c'est déséquilibré, d'accord? Alors naturellement, ça va aussi empiéter sur le travail. Donc il faut trouver un certain équilibre de sorte que la vie en famille ne perturbe pas le travail que vous accomplissez chaque jour et la vie au niveau du travail également ne va pas empiéter sur la famille. Le temps de la famille, c'est le temps de la famille. Mais quand on prend le temps de la famille pour travailler, on est en train justement de violer une situation au niveau social. On est en train de violer les droits d'un certain nombre de personnes qui comptent sur vous, sur le plan de la famille. C'est d'ailleurs ce qui crée des crises sur le plan émotionnel. Un enfant qui ne voit jamais son papa peut décider donc de se promener avec des amis bandits ou des amis qui fument la drogue par exemple. Une épouse qui ne voit pas toujours son mari peut décider donc de tromper son mari tout simplement parce que le mari n'est jamais à la maison. Et d'ailleurs, ce qui est aussi courant, c'est qu'un homme qui passe beaucoup plus de temps dehors, alors peut aussi être amené à des situations d'infidélité dans les bureaux par exemple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même les bureaux aujourd'hui sont utilisés pour des situations d'obscénité sur le plan de la sexualité. Il y a des hommes aussi qui profitent de la situation, pas parce qu'ils sont au travail, mais ils profitent du fait qu'il y a le Covid pour se promener. Voilà, et plutôt avant le Covid, ils profitaient de la situation pour dire voilà, comme effectivement je peux avancer les motifs comme quoi je suis au travail, je peux tout simplement dire, tout bonnement dire cela à mon épouse et ils vont passer le temps à faire autre chose. Certains disent par exemple que je suis en mission à Koudougou pendant qu'il est à Ouaga. D'autres disent que je suis allé en France pendant qu'il est au Burkina Faso. Voilà des mensonges tellement criards qui malheureusement empiètent sur la vie de famille. Donc il faut avoir ce qu'on appelle la parole donnée et il faut la respecter. J'ai donné ma parole et je la respecte. D'accord. Alors, M. Guigma, maintenant, nous allons nous intéresser un peu à l'économie, parce qu'avec le coronavirus, l'économie également est touchée. Et moi, j'aimerais m'intéresser plus aux commerçants. Alors, on voit qu'on a fermé certains marchés hier, et les boutiques sont fermées. Alors, un homme marié qui est commerçant, sa boutique est fermée, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Quel comportement l'épouse doit adopter pour ne pas créer des situations de conflit? Parce que quand il n'y a pas d'argent, ça provoque beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup. C'est effectivement une question qui est d'actualité. Je pense que déjà, il faut féliciter l'État en général pour les dispositions en termes d'avantages qui ont été prises pour accompagner donc, ce processus-là jusqu'à la sortie Covid, bien sûr. Mais en attendant, ce n'est pas facile, d'accord? Mais le conseil plutôt que j'ai toujours à donner, c'est que toujours, lorsqu'on est unis, on peut toujours trouver des solutions à tous nos problèmes, d'accord? Voilà, parce que ce n'est pas parce qu'il y a l'argent qu'il y a le bonheur familial, par exemple, d'accord? Voilà. Si avant, effectivement, le Covid, le commerçant avait l'argent, est-ce que c'est à cause de sa situation matérielle qu'il y avait une situation harmonieuse, ou bien est-ce que cette personne-là vivait une situation d'harmonie au sein de sa famille? C'est une question que le commerçant doit pouvoir se poser. Ok? Voilà. Et il n'est pas utilisé cela comme un motif
pour commencer à violenter son épouse parce que tout simplement on pense que c'est l'épouse qui est à l'origine de tout ce qui vous arrive. Donc il faut travailler effectivement à développer un esprit positif. Il y a des dispositions qui sont prises par l'État et qui continuent d'ailleurs d'être prises par l'État donc pour résoudre toutes ces questions. Et je ne peux pas répondre donc à toute la question dans la mesure où je n'ai pas toutes les réponses, mais tout ce que je peux donner comme élément de réponse, c'est encourager effectivement les couples à ne pas voir donc le côté économique comme le problème qui va briser donc la relation effectivement familiale. C'est l'occasion de se soutenir. Cette relation familiale, c'est une relation sacrée. Et même si c'est seulement avec de l'eau, on va boire et on va dormir. Mais toujours est-il qu'on ne mourra pas de faim. OK? D'accord. Alors, je peux aussi citer un peu cette solidarité plus ou moins légendaire donc, au niveau de l'Afrique ou au niveau du Burkina. D'accord? C'est vrai qu'en période de Covid, les visites ne sont plus tellement permises. C'est vrai qu'il y a tellement de situations où de plus en plus, il y a l'éloignement entre les différents individus, mais j'encourage à la solidarité au niveau social, j'encourage à la solidarité, si vous voyez un peu ce qui se passe dans certains pays, comme par exemple le Ghana, alors certains s'organisent, il arrive à la porte, d'accord, il fait coco, ce n'est pas pour entrer au niveau de la maison, il dépose un sac de riz et il s'en va. Voilà, donc ce type de solidarité-là, en réalité, ne doit pas disparaître entre nous, parce que nous devons comprendre qu'en réalité, quand on parle de Burkinabé, on parle de tous les Burkinabés. Donc quand on parle du citoyen burkinabé, en général, donc c'est aussi la préoccupation au niveau communautaire, au niveau national. D'accord. Monsieur Guigman, nous sommes à 8 minutes de la fin. Alors très rapidement, par rapport à la maladie, quelles sont les précautions à prendre entre mari et femme pour ne pas attraper la maladie? Dans les coulisses, nous avions vu 3 situations, mais vous allez prendre ça en global et puis essayer de nous expliquer très rapidement. OK. Donc, quelles sont les précautions? Voilà, à prendre pour un couple qui n'est pas malade. Voilà. Voilà. Donc, pour les types de précautions, on prend par exemple 3 situations aussi. Par exemple, le mari est malade, la femme n'est pas malade, par exemple. OK? Alors, donc, la situation, le conseil à donner ici, ce n'est pas parce que le mari est malade que la femme doit abandonner le mari. Donc, le mari a besoin d'un soutien pendant cette période-là. Voilà. Et le soutien, ce n'est pas d'attraper la maladie avec le mari, mais c'est plutôt de travailler à ce que le mari puisse effectivement guérir. Avec le soutien au plan émotionnel que vous apportez à votre époux, alors votre époux peut recevoir l'énergie, la force nécessaire pour pouvoir guérir effectivement. Parce que souvent, la maladie est beaucoup plus émotionnelle que physique. Lorsqu'on a tellement peur, lorsque effectivement on pense que alors, cette maladie va emporter son mari, ou bien cette maladie va emporter ma femme, naturellement on commence déjà avec des équations qui ne sont pas du tout vraies. D'accord. Voilà. Donc le conseil ici, c'est de demander par exemple au mari, l'un des conjoints qui est malade, donc de travailler que l'un des conjoints puisse soutenir l'autre conjoint qui est malade. Voilà. Cela va effectivement cela va en tout cas permettre une guérison très rapide. Et le plus souvent, quand il y a un soutien, la maladie va disparaître. Parce que le Covid a peur de la fidélité. Le Covid a peur de l'unité. Lorsque vous vous unissez, pour effectivement combattre cette maladie, vous arrivez effectivement à combattre cette maladie. Tout en prenant bien sûr des mesures d'hygiène nécessaires qui sont justement conseillées chaque jour par les différentes télévisions. OK? Et on a aussi une situation où, par exemple, le mari est malade, la femme est malade. Ce n'est pas le moment de désespérer parce que toutes les deux peuvent retrouver effectivement une santé, effectivement une guérison. Le mari peut guérir premièrement et ensuite prendre soin de son épouse. La femme peut guérir premièrement et prendre soin de son époux. Mais toujours est-il qu'ils ont besoin d'une assistance. Ils ont besoin aussi de la solidarité dans leurs communautés respectives, donc pour pouvoir effectivement aboutir à une guérison. Okay? Les enfants, à ce moment, ont un rôle important à jouer, c'est de soutenir leurs parents pour que les parents puissent effectivement obtenir la guérison. Les parents sont malades, donc eux aussi s'éloignent, ils ne savent pas quel rôle ils doivent jouer.
Alors que nous devons savoir qu'à un certain moment, lorsque les parents prennent responsabilité, lorsque les enfants prennent responsabilité vis-à-vis des parents, ils sont en train d'assumer plus ou moins, d'apprendre à devenir des parents plus tard. Donc, du coup, c'est une très bonne chose. Donc, j'ai cité en fait les 3 situations. Première situation, le mari malade, la femme malade. OK? Mari malade, la femme non malade. Le mari non malade, la femme malade. D'accord? Et les 2 malades, donc là, ça constitue la 3e situation. D'accord. Et nous allons finir avec les conseils. Alors, le conseil en tant que conseiller familial. Oui, en tant que conseiller familial, mon conseil demeure le même. D'accord? La fidélité, c'est le plus beau cadeau qu'un couple peut offrir à sa famille. C'est pourquoi, tout au long de notre esprit, nous avons parlé toujours de la stabilité de la famille. Mais sans fidélité, on ne peut pas parler de stabilité. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un autre schéma qui permet de résoudre la stabilité de la famille sans la fidélité. Il n'y en a pas. Allez-y dans toutes les équations mathématiques, allez-y dans toutes vos recherches, allez-y dans toutes vos philosophies, dans toutes les idéologies. Vous ne trouverez pas une possibilité qui vous est offerte en dehors de la fidélité entre mari et femme pour aboutir effectivement à une unité au sein de la famille. Donc la fidélité est une condition sine qua non pour résoudre cette question, par exemple, de la maladie dont on est en train de parler. Un mari qui est infidèle va transmettre rapidement le mal à son épouse. Une femme qui est infidèle va transmettre rapidement le mal à son époux. Parce qu'elle va se pavaner dans les rues avec n'importe quelle personne qui va lui donner la maladie et elle va transmettre à son mari. Le mari aussi fera de même. Des enfants aussi qui sont capricieux sexuellement, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier les enfants. Des enfants qui sont capricieux sexuellement. Sexuellement, le copinage par exemple. D'accord. Vous savez qu'il y a une forme de divagation sexuelle au niveau des enfants. Et cette forme de divagation sexuelle-là amène tous les problèmes au sein de la famille. Le papa peut être fidèle à son épouse aussi, et la femme fidèle à son époux. Mais si entre-temps, par exemple, les enfants aussi n'observent pas le même comportement en termes de chasteté, alors la famille peut se retrouver dans le péril, dans des difficultés. Le garçon est sorti, par exemple, courir peut-être 3 ou 4 filles, parce qu'ils aiment se chanter que j'ai 3 copines, j'ai 4 copines. D'accord? Et ils pensent que c'est une vertu. C'est vraiment la confusion des vertus, la confusion des valeurs plutôt. Et moi, je dis non. Il faut travailler effectivement à voir un peu l'éducation des enfants. Les enfants sortent, il faut avoir un œil sur les enfants. Il faut savoir où vont les enfants, que font les enfants, quelle éducation il faut apporter pendant cette période-là. C'est ça qui va en fait sauvegarder cette unité-là au sein de la famille. Et c'est ça qui va effectivement apporter la meilleure santé au sein de votre famille. Merci beaucoup, M. Guigma. Merci pour tous ces conseils, toutes ces solutions. Merci. Mais voilà, chers téléspectateurs, pour joindre à M. Guigma pour plus d'informations, vous composez le 78 38 80 24. 78 38 80 24. Sur ce, on va mettre fin à Vivre Ensemble de ce soir et se donner rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, respectons les mesures d'hygiène, évitons les contacts et que Dieu nous protège et nous bénisse et que vivement on trouve un vaccin ou un remède pour venir à bout du coronavirus. Au revoir et à mardi prochain.